10 fois, les Suisses ont dit non, on ne veut pas autoriser la circulation aux automobiles individuelles sur les routes de notre canton. Alors, un autre exemple, enfin, dernier exemple sans doute qui me semble vraiment important, c'est le cas de l'automobile. L'automobile individuelle, c'est sans doute le choix technologique qui a vraiment produit ce basculement vers des économies qui reposent sur le fossile, vers l'anthropocène, pour employer le terme maintenant consacré. C'est une technologie qui est extrêmement énergivore, extrêmement délétère d'un point de vue environnemental. Ça a surtout lieu au départ aux États-Unis. Il y a vraiment une particularité américaine du choix de l'automobile. Dès la fin des années 20, c'est pas loin de la moitié des foyers américains qui sont équipés d'automobiles, cette fameuse Forte T, alors que en Europe de l'Ouest, même dans les pays riches comme l'Angleterre, c'est pas du tout le cas. On est très très loin d'avoir ces taux de pénétration. Il faudra attendre les années 60 pour avoir des taux de pénétration équivalents. Et ce qui est bizarre, c'est que l'automobile, qu'on a souvent assimilé à une sorte d'amour de la liberté, il y aura vraiment une sorte d'appétence américaine pour l'automobile, solution individualiste qui permet de se déplacer à toute vitesse, etc. En fait, quand on regarde les débuts de l'automobile, ça n'avait aucune naturalité évidente. Il n'y avait aucune évidence à ce que l'automobile se développe si vite et si rapidement aux États-Unis. Pour plusieurs raisons. Premièrement, l'automobile, au départ, c'est une nuisance pour une extraordinaire majorité de la population et un luxe pour une infime minorité de riches. Et ça pose tout un tas de problèmes en termes de à qui appartient la route, à qui appartient la rue, en particulier en ville. Il y a des tonnes de plaintes, de résistances, de pétitions contre l'automobile individuelle parce qu'on estime que c'est vraiment une appropriation par les riches snobs de l'espace urbain. Par exemple, les jeux d'enfants ne sont plus possibles dans les rues à cause des voitures. Dans les années 1900, si vous prenez les grandes villes américaines, c'est un véritable carnage. Il y a des centaines d'enfants qui se font écraser par an. Dans les années 1920, il y a tout un mouvement de lutte contre la violence des automobilistes qui se mettent en place avec d'immenses manifestations. Il y a plus de 10 000 enfants qui manifestent à New York en 1922. Il y a des monuments qui sont érigés aux enfants morts écrasés sous les roues des voitures. Enfin, il y a vraiment une lutte très forte contre la voiture. En France, c'est la même chose. On n'a pas d'études précises, mais il y a un journaliste qui s'appelle Pierre Thiessé qui a fait un bon travail de compilation de tous les éditorialistes, de tous les éditos, qui sont contre l'automobile en France dans ces années-là. Il y a, tous les journaux, pas tous les journaux, mais la plupart des journaux trouvent absolument impensable l'idée de laisser les rues des villes aux automobiles. Je me souviens d'un article de The Economist de 1911 qui explique on ne peut pas tolérer quelque chose qui sent aussi mauvais, qui fait tant de poussière dans les rues de Londres. C'est absolument intolérable. Pourtant, The Economist, c'est pas un journal technophobe contre le développement, a priori. Alors, on n'a pas de sondage sur l'automobile, mais on a la Suisse. Et la Suisse, c'est très intéressant parce que, vous savez qu'en Suisse, il y a une tradition de référendum d'initiative populaire. Et le canton des Grisons, qui est un canton donc germanophone à l'est de la Suisse, dans les années 1900, interdit la voiture individuelle, en disant ça bousille les routes, donc ça nous coûte cher en termes de réfection des routes et de maintenance des routes, ça pollue, c'est dangereux, et puis ça fait une concurrence indue vis-à-vis des chemins de fer. Or, en Suisse, la compagnie de chemins de fer est nationale. Donc, il va falloir prélever plus d'impôts pour le plaisir de quelques riches Suisses en termes de réfection des routes et de subvention des compagnies de chemin de fer. Et à 10 reprises, le lobby des autoclubs suisses va tenter de casser cette interdiction à travers des référendums d'initiative populaire, et à 10 reprises, ils se font bananer. C'est-à-dire qu'entre 1998, 10 fois, les Suisses ont dit non, on ne veut pas autoriser la circulation aux automobiles individuelles sur les routes de notre canton. Alors, c'est pas